Bonsoir. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez de la première de votre classe en terminale? C'était vous. Si c'est vraiment vous, je vous demande de prendre quelques instants et de repenser à votre comportement en classe à cette époque. Et si ce n'était pas vous, et si c'était vous le dernier, je vous demande de repenser à cette première de classe de cette époque-là. Prenez quelques secondes et repensez à elle ou à lui. Parfois, c'est un garçon. Ça arrive. Et est-ce que vous pensiez comme moi qu'elle était très énervante, cette fille? Cette fille-là, elle était très énervante. Hein? Toujours assise devant, toujours la première à répondre à toutes les questions. Hein? 18 de moyenne dans toutes les matières, en maths 18, en philosophie 18, en anglais 18, en sport, bon, elle était souvent nulle en sport. Mais je la trouvais très énervante. Et le pire, c'est que pendant les vacances, pendant que vous jouez, qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Elle prend son livre de maths. Elle finit tous les exercices qu'il y a dedans pour se distraire. D'accord? Et pendant que vous jouez à cache-cache avec votre bulletin de notes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'exhibe. Non seulement devant ses parents, mais aussi devant vos parents, pour bien vous emmerder. Et vos parents, ces traîtres, qui n'hésitent pas à dire, mais pourquoi tu ne peux pas faire comme Angélique? Pourquoi tu ne peux pas avoir d'aussi belles notes? Elle était vraiment très énervante, cette fille. J'étais cette fille. J'étais cette fille-là. Déjà en maternelle, j'étais la première de ma classe en coloriage et en récitation. Et au primaire, j'ai raflé tous les prix d'excellence que je pouvais. Arrivé au secondaire, c'était pareil. De la seconde en terminale, major de promo. À l'université, pareil. Tous mes professeurs me disaient, tu seras un jour ministre de la justice du Bénin. Certains disaient, tu seras la plus grande avocate que ce pays ait jamais connue. Et j'y croyais, je me sentais vraiment unique en mon genre, je me sentais spéciale. J'imaginais ma vie en 2 avions, parlant couramment 5 langues, tutoyant les grands de ce monde. Mais à votre avis, est-ce que cette histoire s'est terminée comme mes professeurs le prédisaient? Non. Ça ne s'est pas du tout terminé comme ça. À la sortie de l'université, eh bien, j'ai essuyé 3 longues années de chômage. Pendant 3 longues années, rien, à la maison. Et je peux vous dire que c'est là que j'ai découvert ce que c'est que le doute, ce que c'est que l'échec, ce que c'est que la peur. Vous savez, on entend souvent parler des histoires de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, des gens qui étaient pas très bons à l'école et qui ont excellé dans la vie. Mais on entend moins parler de mon histoire, de l'histoire de plein d'autres enfants qu'on a poussés à exceller en classe et qui, une fois arrivés dans la vie, se sont retrouvés complètement démunis. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de redonner de la voix à ces personnes-là. J'avais envie de leur redonner la parole. Ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ne sont pas devenus ce que la société attendait d'eux. Mais je crois que cette histoire est importante, non seulement pour leur redonner du courage, mais aussi pour parler à nos parents et pour leur dire, vos enfants les plus doués sont beaucoup plus fragiles que vous ne le pensez. Accompagnez-les, suivez-les, ne les laissez pas libres, comme si c'était des robots parfaits qui allaient réussir leur vie. En fait, quand on dit de quelqu'un qu'il est bon en classe, on ne dit pas en quoi il est bon. Souvent, c'est parce qu'il a d'excellentes notes. Mais en fait, qu'est-ce que ces notes-là traduisent? Moi, je pense qu'elles traduisent 2 choses. La première, c'est qu'un premier de classe est capable d'ingurgiter des concepts et de les régurgiter comme un perroquet. Oui, moi j'étais très forte en ça. Je pourrais vous citer des ponts du code civil par cœur. J'étais très forte. Et je connaissais un ami premier de classe aussi qui pouvait vous écrire des équations très complexes de mémoire. Et tout le monde disait qu'on était extraordinaire. Et la deuxième chose que je pense qu'un premier de classe fait très bien dans notre pays, c'est savoir suivre les règles. Vous savez, le premier de classe typique, c'est qui? Il ne bavarde jamais en classe. Il dénonce même ses camarades qui parlent. Hein? Et en plus de ça, il ne fait jamais le mur. Il ne contredit jamais le professeur. Monsieur et Madame Parfait. Mais en fait, est-ce que vous pensez vraiment qu'avoir une bonne mémoire, savoir suivre des règles, est-ce que ça suffit pour affronter la vie réelle? Ce sont de belles qualités, mais est-ce qu'elles suffisent pour affronter la vie réelle? Est-ce que vous pensez que vous prendriez comme avocat quelqu'un qui sait seulement réciter des textes de loi de mémoire?
Non, évidemment non. Nous apprenons en fait à nos premiers de classe à suivre des règles, mais nous ne leur apprenons pas du tout à en créer de nouvelles. Nous leur apprenons à mémoriser des concepts, mais nous ne leur apprenons pas à analyser une situation banale et à donner leur avis. Nous leur apprenons quoi? Nous leur apprenons que l'échec, c'est grave. Nous leur apprenons que être en échec, c'est être inintelligent. Nous leur apprenons à ne pas prendre de risques. Combien de parents ne disent pas, tu ne dois pas faire de sport, tu ne dois pas faire de danse parce que sinon ta moyenne va baisser. Nous leur apprenons à se sentir supérieurs aux autres. Ne fréquente pas ce petit, c'est le dernier de la classe, il ne va rien t'apprendre. Plutôt qu'à se sentir complémentaire à eux, nous leur apprenons toutes ces choses. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que nous créons des géants au pied d'argile. Nous créons des gens qui ont des têtes pleines, trop pleines, et qui ont des jambes qui tanguent. Le magazine Forbes a dit que le professionnel de demain devra avoir certaines qualités. Il devra savoir s'adapter. Il devra être polyvalent. Il devra savoir communiquer. Il devra savoir écouter. Il devra savoir s'adapter à la multiculturalité. Et je pense que les premiers de classe dans mon pays ne possèdent pas ces qualités. Et je ne pense pas, le pire en fait, c'est que non seulement ils ne les possèdent pas, mais en plus de ça, ils sont convaincus qu'ils auront tout ce qu'il faut pour affronter la vie. Parce que nous leur disons quoi? Oh, tu es tellement intelligent. Oh, tu réussiras tellement facilement. Et peut-être que vous me demanderez maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut empêcher un élève d'avoir de bonnes notes? Est-ce qu'il faut le forcer à ne pas performer en classe? Non, évidemment. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je vais vous raconter mon expérience. Pendant mes années de chômage, je pense que ce qui m'a sauvé la vie, ce qui m'a permis de ne pas tomber en dépression, c'est que j'étais une première de classe imparfaite. Mes parents, ils me poussaient à développer mes talents artistiques. Je dansais, je dessinais, j'écrivais. Et ma maman, elle me poussait vraiment à alimenter ses passions. Elle m'achetait des livres, elle m'inscrivait à des ateliers d'écriture. J'étais à des ateliers de dessin. Et je pense que pendant chacune de ces activités, en fait, j'ai appris à développer de la résistance à l'adversité, surtout à mon club de danse. Mon professeur de danse me détestait. Il me trouvait très, très moche. Il me disait, Dolores, tu es trop grosse. Tu n'as pas de sens de la coordination. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Et moi, je me disais intérieurement, mais non, je me sens bien quand je danse. J'aime danser et tu ne m'empêcheras pas de le faire. Donc, j'ai continué. Et pendant ces années de chômage, je pense que ces expériences sont remontées à la surface. J'ai résisté. J'ai résisté à la dépression. J'ai résisté à l'humiliation que je ressentais. Et il y a une deuxième chose, je pense, que j'ai acquise quand j'étais enfant, pendant mes différentes activités, c'est ma capacité à m'auto-former. En fait, pendant mes ateliers d'écriture, on me demandait d'écrire des biographies, des romances, des polars. Je ne savais pas comment ça s'écrivait. Et à l'époque, il n'y avait pas Google. Donc, j'allais à la bibliothèque et je m'instruisais. Et ensuite, je le faisais. Et pendant ma période de chômage, ça m'a aidé parce que j'ai fait le point de mes lacunes et je me suis auto-formée. Je me suis inscrite dans un club d'art oratoire. Je suis allée sur Internet m'inscrire pour apprendre à comment planifier, organiser des qualités que je pensais me manquer. Et à l'issue de tout ça, j'ai enfin décroché mon premier poste dans une organisation internationale. J'étais tellement contente que mes efforts aient payé. J'étais heureuse que mes efforts aient payé. Alors, je dis aux parents qui sont ici que avoir de bonnes notes, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que vous laissiez vos enfants sortir de leur zone de confort. Laissez-les faire du sport pour socialiser. Laissez-les tenter des activités artistiques pour apprendre la créativité. Laissez-les prendre soin des plus jeunes à la maison pour apprendre le sens des responsabilités. Laissez-les entreprendre un petit job pendant les vacances ou bien développer un petit commerce pour apprendre à gérer l'argent. C'est très important. Et j'espère que pendant mon speech, vous avez bien repensé à cette première de classe ou vous avez bien repensé à vous-même si c'était vous. Et
Que la prochaine fois que vous croiserez dans la rue, celle qui fut la première de votre classe, vous ne la regarderez pas de haut, que vous ne vous moquerez pas d'elle. Parce qu'en fait, rappelez-vous, elle n'est que la victime d'un système qui ne comprend pas nos challenges. Donc, quand vous la rencontrerez, dites-lui qu'il n'est pas trop tard pour elle. Dites-lui qu'elle peut encore aller à la rencontre d'elle-même, qu'elle peut redécouvrir et redevenir l'enfant qu'elle aurait dû être, qu'elle explore ses possibilités, ses envies, qu'elle danse, qu'elle dessine, qu'elle écrive, qu'elle fasse un TEDx. Pourquoi pas? En tout cas, dites-lui qu'il n'est pas trop tard pour elle et que tout ira très très bien.